Tu entends parler de guerre, de tension, de frappe, mais ce que personne ne t'explique vraiment, c'est que derrière ce conflit, il y a une vérité beaucoup plus dérangeante. Certaines guerres ne peuvent pas être gagnées, pas parce qu'on manque d'armes, pas parce qu'on manque d'argent, mais parce que la réalité du terrain rend la victoire presque impossible. Et c'est exactement ce qui se joue avec l'Iran. C'est pas une opinion, c'est un constat qui faisait déjà des militaires américains il y a des années, des gens qui connaissent la guerre de l'intérieur. Parmi eux, Lawrence Wilkerson, qui expliquait clairement qu'une invasion terrestre de l'Iran serait une erreur catastrophique. Pas une erreur politique, une erreur historique. Pourquoi ? Parce que tout le monde regarde la puissance militaire, mais presque personne ne regarde la géographie. Regardez une carte. L'Iran ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas un petit pays du Moyen-Orient. C'est un territoire immense, presque un continent à lui seul. Sa taille dépasse celle de nombreux pays européens réunis. Et surtout, il est construit comme une forteresse naturelle. Au nord, tu as la chaîne de montagnes de mont Alborz. À l'ouest et au sud-ouest, les monts Zagros. Ce sont des barrières naturelles gigantesques. Pas des collines, des obstacles réels pour une armée moderne. Un char ne traverse pas ça facilement. Une logistique militaire non plus. Et même si, par miracle, une armée franchit ces montagnes, elle arrive où ? Dans des déserts parmi les plus hostiles du monde. Le désert de Dasht-Kavir et le désert de Dasht-Lut. Dans certaines zones, les températures au sol dépassent les 60 degrés. Ce n'est pas une difficulté. C'est un mur invisible. Et là, tu comprends quelque chose que les stratégies militaires savent depuis longtemps. Une guerre ne se gagne pas seulement avec des armes. Elle se gagne avec le terrain. C'est exactement l'erreur qu'a faite Adolf Hitler lors de l'opération Barbarossa. Une armée puissante, confiante, mais qui s'est retrouvée piégée par la géographie, le climat et l'immensité du territoire. Et aujourd'hui, beaucoup d'analystes voient le même piège potentiel. Mais il y a encore plus profond, beaucoup plus, parce que le vrai problème n'est pas seulement militaire, il est psychologique. Dans toutes les grandes guerres, il y a une erreur qui revient toujours, la sous-estimation de l'adversaire. C'est exactement ce que décrivait Sam Fadis. Il expliquait que le danger n'était pas de perdre une guerre immédiatement, mais de croire qu'elle serait facile. Et c'est là que tout bascule. Quand tu penses que la victoire est rapide, simple, presque automatique, tu construis un plan fragile. Un plan qui ne résiste pas à la réalité. Et dès que la réalité arrive, perte imprévue, résistance plus forte, terrain difficile, ce n'est pas seulement le corps qui encaisse, c'est la morale. Et une armée qui doute devient vulnérable. C'est exactement ce qu'on a vu dans d'autres conflits récents, Afghanistan, Irak. Des armées technologiquement supérieures, mais incapables de contrôler durablement le terrain. Parce qu'en face, il y avait autre chose, la détermination. Et c'est un facteur que les stratégies modernes ont souvent du mal à mesurer. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cette guerre ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. Elle se joue aussi dans ton quotidien. Parce que pendant que les analyses de stratégie parlent, les marchés, eux, réagissent immédiatement. Le point clé, encore une fois, c'est le détroit d'Ormuz. Près de 20% du pétrole mondial passe par là. Ce chiffre est énorme, mais ce qui est encore plus important, c'est que le marché n'attend pas un blocage réel. Il réagit au risque, une tension, une hausse du prix du pétrole, une menace, une hausse des assurances maritimes, un incident, une panique sur les marchés. Et tout ça arrive dans quelques heures. Ensuite, l'effet domino commence. Le pétrole augmente, le transport coûte plus cher, les produits deviennent plus chers, et là, tu le sens directement. Ton plein d'essence augmenté, les prix en magasin augmentent, les coûts de livraison explosent, mais il y a un effet encore plus discret, le gaz.
Le gaz est utilisé pour produire des engrais. Et sans engrais, la production agricole baisse. Donc quelques mois plus tard, les prix alimentaires montent. C'est un décalage invisible, mais redoutable. Et pendant ce temps, l'Europe est en première ligne. Pourquoi? Parce qu'elle dépend fortement des importations d'énergie. Et depuis la guerre en Ukraine, cette dépendance s'est déplacée vers d'autres régions, dont le Moyen-Orient. Alors quand cette zone devient instable, l'Europe est directement touchée. La Banque centrale européenne le sait, et c'est pour ça qu'elle surveille ces tensions de très près. Parce que si les prix de l'énergie repartent à la hausse, l'inflation revient. Et si l'inflation revient, les taux d'intérêt restent élevés. Et là, c'est tout le système qui ralentit. Crédit plus cher, immobilier bloqué, consommation en baisse. Et ce que tu sens à la fin, c'est pas la guerre, c'est la pression sur ton budget. Mais il y a encore une dernière chose que presque personne ne dit. Même les pays les plus puissants ne contrôlent pas tout. Les guerres modernes ne sont plus seulement des confrontations directes, ce sont des réseaux, des alliances, des acteurs indirects, des stratégies hybrides. Et ça rend chat. C'est pour ça que certains militaires parlent aujourd'hui non pas de victoire rapide, mais d'enlisement. C'est très simple, mais lourde de conséquences. Parce que un conflit qui dure coûte cher, très cher. Et à la fin, quelqu'un paie toujours. Et aujourd'hui, ce quelqu'un, c'est aussi toi. Ce n'est pas une guerre lointaine. Ce n'est pas un conflit abstrait. C'est un choc réel qui se propage déjà dans l'économie mondiale. Et la seule question maintenant, c'est plus de savoir si ça va t'impacter. C'est à quel point